L'épitaphe de Le Nôtre, je crois qu'il est inhumé dans l'église Saint-Roch. J'étais allé voir cet endroit plusieurs fois et j'avais tellement lu cette épitaphe que peut-être j'en ai encore mémoire. La force, je ne sais pas qui a écrit cette épitaphe, mais voilà. La force et l'étendue de son génie le rendait si savant dans l'art du jardinage qu'on peut le regarder comme en ayant inventé les beautés principales et porté toutes les autres à leur perfection. Ensuite, il y a quelque chose, tous les princes de l'Europe... Ah oui, il répondit en quelque sorte, par l'excellence de ses ouvrages, à la magnificence du monarque qui l'a servi et dont il fut comblé de bienfaits. Tous les princes de l'Europe voulurent avoir de ses élèves, mais il ne s'en trouva pas un seul qui lui fût comparable. L'art des jardins à la française. Du jardin à la française et la belle prose du XVIIe siècle. À propos de Le Nôtre encore, et pour l'anecdote, il ne me déplaît pas de savoir que l'illustre jardinier a passé quelque temps à une dizaine de kilomètres de chez moi, en Ardèche, puisqu'il a dessiné les jardins du château de Chambonas. Si on pense que la première tour de ce château date du XIe siècle, c'est un château qui a maintenant 1000 ans, et il est cocasse de voir les jardins de Le Nôtre entourés à Chambonas, un château si différent de celui de Versailles. Retour à la belle prose du XVIIe, Pascal, Descartes, les grands prédicateurs, Bossuet, Bourdaloue, dont je me souviens que Valéry loue le style, Bourdaloue, absolue perfection dans les gris, dit-il. D'ailleurs, l'art de Valéry a su profiter de la fréquentation de ses auteurs, aussi bien en poésie. Absolue perfection dans les gris. Bon, on va mettre un bémol. Absolue perfection. Belle prose du XVIIe, belle poésie du XVIIe. Bon, je n'oublie pas que ce qu'on appelle beau, ce qu'on trouve excellent, ce qu'on dit même génial, c'est seulement ce qui entre en heureuse résonance avec notre sensibilité et notre culture. Je ne suis pas certain que le récitatif aux 8 timbres de l'opéra chinois qui stupéfiera d'admiration le connaisseur, notamment le connaisseur chinois, va bouleverser pareillement l'abonné de l'Opéra Bastille à Paris. Il reste que la sensibilité s'éduque. Le goût se travaille, le travail se goûte. C'est un échange symbiotique. Mon préambule avec l'épitaphe de Le Nôtre, c'est l'exemple d'une prose équilibrée dans le choix lexical, le travail syntaxique, la musicalité. Et ce préambule me sert à amener ce que je trouve quand même, selon ma sensibilité, de réussite. Mais de réussite particulièrement resserrée, concentrée dans quelques endroits de la poésie du XVIIe siècle. Il y en a une quantité extraordinaire. J'ai fait un petit choix. Dans le célèbre Aux ombres de Damon de Malherbe, le poème où Malherbe s'émerveille de la fidélité que témoigne sa veuve à son ami mort. Il a perdu son ami et depuis 2 ans, sa veuve ne supporte aucune consolation. Elle ne fait, pour employer un langage classique, l'amour qu'à la tombe de son défunt époux. Et Malherbe compare cette merveilleuse fidélité à l'inconstance de sa propre maîtresse à lui, qu'il appelle Nérée. Celle à qui, dans mes vers, sous le nom de Nérée, j'allais bâtir un temple éternel enduré. Si la déloyauté ne l'avait abattu, lui peut bien ressembler du front ou de la joue, mais quoi,
puisqu'à ma honte il faut que je l'avoue, elle n'a rien de sa vertu. Alors ça c'est un octosyllabe bien sûr, elle n'a rien de sa vertu. Sur ces octosyllabes qui trouvent vraiment bien leur place là où ils sont, qui donnent un sentiment de plénitude, à la fois de son, de sens. Malherbe en donne de très très beaux exemples en effet. Celui-ci, le silence des nuits, l'horreur des cimetières, de son contentement sont les seules matières. Tout ce qui plaît déplaît à son triste pensée. Et si tous ses attraits sont encore en sa face, c'est que l'amour y loge et que rien qu'elle fasse n'est capable de l'enchasser. Et si tous ses attraits sont encore en sa face, c'est que l'amour y loge et que rien qu'elle fasse n'est capable de l'enchasser. Ceci encore, dans le même poème, on parle d'une autre dame, bien sûr. L'âme de cette ingrate est une âme de cire, matière à toute forme, incapable d'élire, changeant de passion aussitôt que d'objet, et de la vouloir vaincre avec des services. Après qu'on a tout fait, on trouve que ces vices sont de l'essence du sujet. C'est d'un fruité et d'un acidulé extraordinaire, et de la vouloir vaincre avec des services. Après qu'on a tout fait, on trouve que ces vices sont de l'essence du sujet. Et oui, la très bonne surprise de voir qu'en 8 syllabes, répondant strictement au canon de la métrique et de la poésie dite classique, on puisse atteindre une relative perfection d'expression. Le silence des nuits, l'horreur des cimetières, de son contentement sont les seules matières. Tout ce qui plaît déplaît à son triste pensée. Ah, super, merci, merci. Encore mieux, merci. Et si tous ses attraits sont encore en sa face, c'est que l'amour y loge, et que rien qu'elle fasse n'est capable de l'enchasser. On voit donc dans ce poème de Malherbe, et si l'on veut bien arrêter d'essayer de m'enfumer, on voit donc que chaque strophe de 5 alexandrins se conclut par un octosyllabe, qui en est une sorte de couronne sonore, très minutieusement, très savamment ouvragée. Ouvragée déjà du point de vue phonétique. Je me permets de lire un extrait de l'article que j'avais écrit pour la revue des lettres modernes Minard en 2003 dans les cahiers Paul Valéry. Relisons ces fragments à voix haute. Essayons d'en peser physiquement les attaques et les tenues par le jeu des consonnes et des voyelles, la richesse des rimes intérieures, les effets de miroir, la distribution des sonorités par resserrement, renversement et monnayage, etc. L'appréhension poétique véritable ne souffre ni l'impatience du regard, ni cette étrange lecture muette au rythme indépendant de toute respiration. Elle demande au contraire le temps, la durée et la perception résonante de ce qui n'est pas seulement écrit mais composé. Je donne ensuite quelques exemples du travail sur le jeu purement, vraiment phonétique. Ralenti, renforcé par une écoute profonde, la lecture poétique devient chorégraphie du mouvement des lèvres, n'est capable de l'enchasser, de la langue, des vibrations du larynx. Elle n'a rien de sa vertu, sont de l'essence du sujet. La seule mélodie de timbre, mélodie intérieure, modulation des couleurs phoniques en fonction des voyelles dominantes, jouant de la mémoire du degré d'ouverture de la bouche. Les tensions vers les voyelles extrêmes, I, U, aigu et O, on, grave. Les retours vers les moyennes, E, 1. La durée des tenues
et leur périodicité semble vecteur d'un sens dont l'étude appartient au rapport de la psychologie et de l'acoustique. Les ondes du langage ont sans doute leurs ultraviolets et leurs infrarouges, dont les bornes sont précisément celles que l'effort poétique tente d'approcher, voire de franchir. Peut-être le plaisir sensoriel de la diction, que le vers semble toujours conçu pour susciter, s'explique-t-il par la sensation d'épouser pleinement certaines régions de leur spectre phonique et par l'excitation d'en risquer des explorations nouvelles de la profondeur ou des limites sensibles. La formulation peut sembler un peu sérieuse pour un art qui a pour objet l'émerveillement, le plaisir, l'étonnement et pour moyen le creusement de la langue, du langage, et l'étonnement de là où ce creusement même peut nous conduire. Aussi voici 4 vers, un quatrain, pour redire tout cela d'une façon plus ludique. On remue, on se tord, on bouge à son échelle, dans ces chaînes de mots qu'on se pense penser. Du boucan qu'elles font, l'inconscience est telle qu'il surprend que certains s'en servent pour danser. Par parenthèse, ceux qui sont friands de ce genre d'amusette en trouveront des centaines sur la page Facebook intitulée « Le pavillon gracieux ». C'est une page que je tiens comme pour récréation, l'équivalent d'un album zutique, sauf que j'en suis le seul rédacteur, voilà. Il surprend que certains s'en servent pour danser, mais oui, nous sommes prisonniers, plus ou moins consciemment, mais bien souvent inconsciemment, de toutes les conventions de nos langues natales. Le français en l'occurrence, mais toutes les langues, avec leur lexique, les temps, les modes, les conjugaisons, tout le fatras grammatical. Donc, la conscience de ces chaînes fait que l'on peut en jouer. Je vais prendre un exemple chez La Fontaine, dans l'Adonis de La Fontaine. Je veux même, puisque je suis dans le ludique, essayer de vous proposer un jeu. La Fontaine peint la déesse Vénus penchée sur le corps d'Adonis mort. Il lui donne cet alexandrin. Malheureuse Vénus, que te servent ces larmes. Quel sera l'alexandrin suivant? On sait bien le mot larme ne rimait qu'avec alarme, charme, gendarme, carme, parme. Voilà, c'est pas énorme, mais les 11 syllabes manquantes, ça, c'est un peu plus difficile à trouver. Je vous laisse chercher. Malheureuse Vénus, que te servent ces larmes. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Et la rime en armes. Eh bien, voici la réponse de La Fontaine. Malheureuse Vénus, que te servent ces larmes, vante-toi maintenant du pouvoir de tes charmes. Un deuxième jeu, si vous voulez bien, mais celui-là infiniment plus délicat, plus difficile. J'en reviens au poème de tout à l'heure de Malherbe, aux ombres de Damon. Vous vous rappelez ces strophes de 5 alexandrins, chacune couronnée d'un octosyllabe? Eh bien, imaginez que dans toutes les éditions de ce poème, il y a aussi un vers qui manque, dans une strophe, où Malherbe dit qu'il finit par taper du pied et s'arracher de la tyrannie de cette fréquentation qui ne lui vaut que des souffrances de sa maîtresse Nérée. Il commence à pleuvoir. Et donc, enfin, après 4 ans, une juste colère, manque ici un vers quand la rime est en air, que le flux de ma peine a trouvé son reflux. Enfin, après 4 ans, une juste colère. Air,
que le flux de ma peine a trouvé son reflux. Mes sens qu'elle aveuglait ont connu leur offense. Je les en ai purgés et leur ai fait défense de me la voir plus. Voilà le vers que je propose. J'avoue que j'ai pas mal travaillé pour le trouver, avec des dizaines de solutions possibles, mais c'est celle qui me convient le mieux à en tout cas à mon sentiment. Enfin, après 4 ans, une juste colère, que le flux de ma peine a trouvé son reflux. Enfin, après 4 ans, une juste colère a tant fait que ma chaîne a cessé de me plaire, que le flux de ma peine a trouvé son reflux. Mes sens qu'elle aveuglait ont connu leur offense. Je les en ai purgés et leur ai fait défense de me la voir plus. Malherbe, c'est vraiment du marbre. La Fontaine, je repense à l'Adonis de tout à l'heure, c'est un peu du marbre qui s'évapore. Dans ces beautés de la langue classique et de la maîtrise poétique, un poète me touche particulièrement qui est La Fontaine. Ses élégies particulièrement, plus encore que ses fables. Revoici pour finir et puis, André Le Nôtre. Tenez, il y a un poème dont je vais vous donner un extrait. La vidéo sera bouclée. Qui fait l'éloge de l'art de Le Nôtre, le jardinier, est-ce qu'on dit jardinier ou jardiniste de Louis XIV. Donc voilà ce que dit La Fontaine de l'art de Le Nôtre, de l'art des jardins. C'est extrêmement bien frappé. Heureux ceux de qui l'art a ses traits inventés. On ne connaissait point autrefois ses beautés. Tout parc était verger du temps de nos ancêtres. Tous vergers sont faits parcs. Le savoir de ses maîtres change en jardins royaux ceux des simples bourgeois, comme en jardins de dieux ils changent ceux des rois, que ceux qu'ils ont plantés durent 1000 ans encore. Tant qu'on aura des yeux, tant qu'on chérira Flore, les nymphes des jardins loueront incessamment cet art. Il les savait loger si richement. Avez-vous remarqué que dans tous les vers que j'ai dit dans cette vidéo, il n'y a pas d'exotisme facile de remplissage, pas de facilité de vocabulaire, pas de chef borgne monté sur l'éléphant gétule, pas des cocotiers absents les fantômes épars. Tout ce que je viens de dire se raccorde plutôt à l'économie racinienne. L'alexandrin type, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Racine dit, toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien, mais ce rien cultivé avec tant d'art tient lieu de tout. J'avoue avoir beaucoup de goût pour cette faculté d'abstraction. Je me souviens, il y a déjà bien longtemps, avoir découvert une strophe de l'abbé Chaulieu, et c'est peut-être là que j'ai vu ce miracle d'économie et que j'en ai été profondément touché. Un octosyllabe, sans substantif, sans adjectif, tout simple, qui fait « tel que je crois qu'il devrait rendre ». Tel que je crois qu'il devrait rendre. Voici dans quelle strophe il se situe. Tel que je crois qu'il devrait rendre. Voici la strophe de l'abbé Chaulieu. Heureuse à qui le ciel donne un cœur assez tendre pour pouvoir aisément comprendre d'un amour malheureux quel était le bonheur, tel que je crois qu'il devrait rendre les plus heureux amants jaloux de mon erreur. Eh bien oui, c'est le génie poétique de la mise en place. C'est beau en soi et parce que c'est à cet endroit-là. Bon, je retourne au combat. Wow! Bravo! Heureux à qui le ciel donne un cœur assez tendre pour pouvoir aisément comprendre d'un amant malheureux quel était le bonheur, tel que je crois qu'il devrait rendre les plus heureux amants jaloux de mon erreur.
traits sont encore dans sa face. C'est que l'amour il loge, et que rien qu'elle le fasse n'est qu'à complètement chasser. Et de la vouloir vaincre avec les services, après qu'on a tout fait.